Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la Turquie de nouveau frappée par un attentat. Nous verrons que la multiplication de ces attaques a un impact néfaste sur le tourisme. Nous irons également à Alep où les habitants tentent de reconstruire leur vie tant bien que mal. Enfin, nous terminerons sur les rives du Nil en Égypte à la découverte du temple d'Abou Simbel. La Turquie a commencé l'année par un attentat meurtrier. Un homme armé a tiré sur une foule venue fêter le Nouvel An dans une boîte de nuit huppée d'Istanbul. Le bilan est lourd, 39 morts. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique et le suspect a été identifié. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné cet attentat et l'a qualifié d'acte ignoble visant à semer le chaos et à déstabiliser le pays. Une déstabilisation incontestable tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Depuis 1 an et demi, la Turquie est frappée de plein fouet par une vague d'attentats. Une dizaine d'attaques terroristes ont eu lieu rien qu'en 2016. Certaines ont très clairement visé les touristes qui évitent désormais la destination. Or, le tourisme représente 6% du PIB en Turquie. Ludovic de Foucault. Au pied des hôtels, au milieu des échoppes, en plein cœur d'Istanbul, les touristes se promènent entre des véhicules blindés et des militaires lourdement armés. Une image aux antipodes de celle communiquée par le ministère du Tourisme. La Turquie, pays aux 36 millions de visiteurs en 2015, 6e destination mondiale pour le tourisme, paye au prix fort sa situation d'insécurité. Moi, ce que je pense, c'est que c'est précisément ce que les terroristes veulent. Ils veulent que tout le monde reste à la maison, ils ne veulent pas que les gens sortent et se rencontrent, ils veulent effrayer les étrangers. Un attentat à 2 pas de l'ancienne basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue l'année dernière dans le quartier le plus touristique d'Istanbul. 12 touristes allemands sont tués. Des kamikazes se font sauter dans l'aéroport en juin. 40 morts, une voiture piégée près du stade de Beşiktaş en décembre, 44 morts, et la réputation de stabilité turque qui prend du plomb dans l'aile avec le coup d'État manqué du 15 juillet qui a fait au moins 240 morts. Depuis 1 an, les chiffres du tourisme sont en chute libre, moins 37% de fréquentation. Résultat, une perte de 4 milliards de dollars de recettes touristiques en novembre 2016 comparée à l'année précédente. L'économie s'est contractée de près de 2% au 3e trimestre. Comme la Tunisie ou l'Égypte, également touchées par le terrorisme, la Turquie ne figure désormais plus dans les destinations préférées des Européens. Du coup, Ankara s'est tournée vers le Moyen-Orient et le Maghreb en développant le tourisme halal, une forme de tourisme qui propose des offres et des aménagements spécifiques à la clientèle musulmane en lui garantissant des activités conformes à l'islam. Mais parmi les victimes de l'attentat du Rena, des Saoudiens, des Libanais, des Irakiens, des Jordaniens, des Marocains. Qu'ils viennent d'Europe ou d'ailleurs, les vacanciers sont tous visés. Le terrorisme tue aveuglément et l'économie turque, dépendante du tourisme, plonge. La terreur n'a pas fait de pause en Irak non plus. Les attentats se sont enchaînés depuis ce week-end. Lundi, une voiture piégée a fait 24 morts dans le quartier chiite de Sadr City. Un poste de police a été attaqué par des djihadistes à Samarra. Samedi, un attentat a fait des dizaines de morts à Bagdad sur un marché. Les attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique alors que les forces spéciales irakiennes tentent toujours de déloger les djihadistes de Mossoul, la grande ville du nord du pays. Comment s'organise la vie à Alep, de nouveau entre les mains du régime syrien? Autrefois capitale économique du pays, Alep a été dévastée par plusieurs années de guerre. Plus de la moitié des infrastructures et des immeubles ont été détruits, sans compter les pertes humaines. Ceux qui sont restés tentent tant bien que mal de reprendre leur vie en main, mais tout est à refaire. Florence Gaillard. Dans les quartiers est d'Alep, ancien bastion des rebelles, la destruction est omniprésente. 55 000 personnes se sont réfugiées dans cette zone industrielle aux portes de la ville, principalement des femmes et des enfants. Yasser et son frère ont perdu leur maison au début du conflit à Alep il y a 4 ans. Depuis, leurs parents les ont emmenés d'abris précaires en refuge temporaire avant d'atterrir ici. Voilà, c'est là où on habite. Et ça, c'est le poêle. Le soir, on dort ici. On met les matelas par terre, on allume le feu et on dort. Yasser rêve de devenir ingénieur en mécanique, mais la guerre lui a déjà coûté 3 ans de retard à l'école.
Alors avec ses camarades, ils ont décidé de revenir dans leur établissement. Dirigés par leur professeur, ils vont eux-mêmes chercher les bancs et les tables. À quelques mètres seulement, les canons et les bombes sont encore là, prêts à tuer. Abdullah nous emmène dans son ancienne salle de cours. Venez voir. Celle qu'il a dû quitter en urgence. Vous voyez, ça, ce sont les éclats d'obus qui ont transpercé la grille et cassé les fenêtres. Et il y a eu un deuxième obus qui est tombé juste là. Comme la moitié des immeubles d'Alep, beaucoup d'écoles sont à reconstruire. Depuis le cessez-le-feu, la municipalité s'active pour dégager les barricades et les ruines qui bloquent le passage. Nous travaillons jour et nuit, et même les jours fériés, pour rouvrir les rues et les artères de la ville. Mais la tâche s'annonce longue et difficile. 4 ans de guerre ont détruit plus de la moitié des infrastructures de la ville. La principale station électrique ne fonctionne plus depuis 2 ans. Quant à la pompe à eau, elle ne couvre actuellement que 20% des besoins d'Alep. L'eau arrive principalement du barrage de Tabqa sur l'Euphrate, qui est contrôlé par le groupe État islamique. Le groupe contrôle donc de facto la distribution de l'eau. Car la guerre n'est pas terminée. Si la rébellion et le régime syrien ont trouvé un accord, les djihadistes, eux, occupent toujours la province de Raqqa et le lac Assad qui irrigue des centaines de milliers d'hectares en Syrie. Le barrage sur l'Euphrate fait partie des priorités et donc des prochaines cibles de l'armée syrienne. Direction l'Égypte à la découverte du temple d'Abou Simbel dans la haute vallée du Nil. Ce temple, vieux de plus de 30 siècles, a été construit par Ramsès II. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 50 ans, lors de la construction du barrage d'Assouan, le temple a été déplacé en raison d'une montée des eaux qui le menaçait. Aujourd'hui, c'est le phénomène inverse qui se produit. Reportage signé Franck Genozo et Gianna Messina. La légende dit que le soleil n'a été créé que pour ça. Illuminer chaque matin les 4 colosses d'Abou Simbel. Réveiller les statues ancestrales qui, depuis 3 millénaires, en gardent l'entrée. C'est le chef-d'œuvre de Ramsès II, le plus mégalomane des pharaons égyptiens. Chérif Adel guide ici des touristes français depuis 25 ans. Le temple égyptien qui donne cette impression d'être écrasé, c'est le temple d'Abou Simbel. C'est ici que le mot pharaonique prend toute sa valeur. Et que dire de l'intérieur du temple? Les statues et les frises sont dans un état quasi parfait. Pourtant, à bien y regarder, le temple un peu partout porte des cicatrices. Les séquelles de l'opération de sauvetage la plus incroyable de tous les temps. Au départ, il y a en 1960 le projet titanesque d'un barrage sur le Nil. L'Égypte veut réguler les caprices du fleuve et dresse une monumentale muraille de béton à Assouan. Mais en amont, certains des trésors de Nubie commencent à disparaître sous l'effet de la montée des eaux. Alors que les autorités égyptiennes n'avaient pas envisagé sa conservation, le temple d'Abou Simbel va être sauvé par une jeune institution, l'UNESCO. Le monument est découpé à la scie en milliers de morceaux de plusieurs tonnes, déplacé, puis remonté minutieusement quelques centaines de mètres plus haut pour éviter qu'il ne soit définitivement englouti. Le soin du détail sera poussé jusqu'à reconstituer la montagne originelle avec un énorme dôme de ciment prévu pour protéger le trésor. Désormais, il existe à l'arrière de cette colline une porte méconnue du public. Elle s'ouvre sur un tunnel de plusieurs centaines de mètres de long qui aboutit sous cette cathédrale de béton. En fait, ce que nous sommes sur le point de voir n'est pas moins grandiose, au contraire, c'est l'autre facette. 360 capteurs sont là pour mesurer les mouvements du béton sous l'effet du temps et des tremblements de terre, la phobie des égyptologues. Si c'est une seule voûte d'un seul bloc
qui s'écrase sur le temple, il sera entièrement détruit. Du coup, la décision a été prise de faire une voûte constituée de plusieurs petits morceaux, des centaines de petits morceaux. Ainsi, ça tombe, si jamais cela tombe, en petits morceaux sur le temple et cela ne va pas nuire au temple. Mais après en avoir craint la montée, Abou Simbel pourrait redouter la baisse du niveau des eaux. La faute à un autre barrage construit à 2000 km de là en amont, en Éthiopie, et qui assèche le cours du Nil. Une bonne nouvelle pour les archéologues, car sous la surface de l'eau se trouvent des temples abandonnés il y a un demi-siècle et qui ne demandent qu'à réémerger. Mais une source d'inquiétude pour ceux qui vivent du tourisme, car les centaines de bateaux qui naviguent sur le Nil pourraient un jour ne plus pouvoir circuler. Un dilemme vite tranché par les Égyptiens. On choisirait plutôt de faire vivre les Égyptiens d'aujourd'hui, parce que c'est une question vitale. Rongée par une crise économique violente, l'Égypte ne peut plus se permettre de perdre ses touristes, qui progressivement reprennent le chemin des terres de Haute-Égypte, aimantés par les mythiques figures du plus célèbre des pharaons. Et on se quitte sur cette vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un clip posté par un artiste et qui dénonce avec humour l'absence d'égalité des droits hommes-femmes dans le royaume wahhabite. Dès les premières images, on y voit les chanteuses s'installer sur la banquette arrière d'une voiture conduite par un petit garçon. Les femmes saoudiennes n'ont toujours pas le droit de conduire. Le message est très clair. Et c'est la fin de ce magazine. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.